Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, Arnaud Blin, journaliste à l'AFP, l'agence France Presse à Brest, nous accompagne pour commenter l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un œil sur ce qu'il s'est passé dans le Finistère cette semaine et aujourd'hui, vendredi 24 juin. Culture pour commencer. Après le Quartz à Brest en milieu de semaine, c'est au tour du théâtre de Cornouailles à Quimper de dévoiler sa programmation. Une saison riche, que ce soit en musique, en théâtre ou en danse, avec de vrais spectacles événementiels. Présentation avec Christophe Boucher. Molière, Shakespeare ou plus près de nous Pagnol trouvent leur place dans la programmation du théâtre de Cornouailles. Oui, mais des versions revisitées par des metteurs en scène contemporains, à l'image de la pièce de Tchekhov, Ivanov. Un exemple qui illustre bien la saison 2011-2012 du théâtre de Cornouailles, où l'art sous toutes ses formes s'emparera de Quimper. La programmation, c'est éclectisme, densité, événements, puisque sur 78 spectacles, on retrouvera 2 nouveaux événements pour cette programmation, un festival dédié au cirque, au nouveau cirque, et un temps fort consacré aux musiques d'aujourd'hui, aux musiques contemporaines. Nouveauté cette année, la piste aux étoiles s'ouvre au Quimpérois, un mois pour découvrir 14 troupes d'art de rue sous l'appellation Cirque d'hiver. L'esprit de Serge Gainsbourg et celui d'Alain Bachung planeront sur le théâtre de Cornouailles avec l'homme à la tête de chou, des textes ciselés, une musique envoûtante portée sur scène par le chorégraphe Jean-Claude Galota et ses danseurs. Pour les beaux yeux de Marie, je suis allé porter au clou. Bachung d'ailleurs devait, à l'initiative du projet, faire partie du spectacle sur scène, mais malheureusement il est disparu pendant les répétitions. Au bout du compte, ça donne un spectacle où on retrouve toute la sensualité des fameuses chansons de Gainsbourg qui contentera, je pense, aussi bien les fans de Bachung et de Gainsbourg que les vrais amateurs de danse contemporaine. La saison 2011-2012 au théâtre de Cornouailles, c'est plus de 75 spectacles et 135 représentations. On ouvre une page sportive et un mot de voile. Le rendez-vous de la Belle Plaisance démarre ce vendredi à Pénodé. Un événement nautique qui rassemble chaque année depuis 10 ans une soixantaine de yachts classiques. Vous en voyez quelques-uns sur ces images tournées l'an passé. C'est parti donc pour 3 jours de régate entre les Glénans et l'Audet. Et maintenant, une belle histoire de ballon rond. Grâce au football, Thierry Le Graal est parti 3 semaines en Afrique du Sud l'été dernier, non pas comme touriste, mais comme gardien de but de l'équipe de France de foot adapté. Depuis, il s'est entraîné dans son club de Saint-Paul-de-Léon et la semaine prochaine, rebelote, il part à Clairefontaine pour un stage avec l'équipe de France handi-foot. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Ce dimanche-là, le SLK de Saint-Paul-de-Léon joue contre Plouguerneau. Dans les buts, il y a Thierry Graal, le gardien. À 35 ans, ce Breton est épileptique depuis son enfance. Il joue en équipe de France, sport adapté depuis 8 ans. Ses sélections nationales, il n'en avait jamais parlé à ses coéquipiers. Ça a été la surprise quand on a vu sur le journal, ouais. D'accord. Est-ce qu'il n'en parle pas, Thierry? Non. Ah ouais. Discret. Bon, ça y est, t'es prêt? Ouais, prêt. Ok, là je suis parti pour me chauffer. Et l'entraînement, ça paye. Avec ses stages réguliers en équipe de France, sur le terrain, le niveau de Thierry est apprécié. Alors, ça rentre pas facilement et puis en match c'est très agréable de pouvoir compter sur son gardien. C'est quand même intéressant qu'il puisse s'épanouir dans le sport. Il devrait pas y avoir de barrière, c'est bien qu'il y ait des compétitions adaptées aussi justement pour ces gens-là. Et en Afrique du Sud l'été dernier, l'équipe de France sport adapté a fait mieux que les Bleus, valides en terminant 8e de la Coupe du Monde. Pourtant, la médiatisation ne suit pas. Pour passer, on était obligé de battre le Japon. Et après, on s'est fait éliminer en quart de finale contre les Japonais. On parle assez souvent du haut niveau, mais on ne parle pas assez de notre niveau. En janvier dernier, l'équipe de France, sport adapté, a tout de même eu droit à une invitation à l'Élysée pour les vœux du président. On était fiers d'être invités par le président. Il aurait pu poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez du sport adapté? Voilà, je suis un peu déçu envers ça. Thierry peut se consoler, son parcours est admiré au SLK, mais en plus, il est utile au club. Thierry est l'élément
vraiment porteur pour nous, dans la mesure où par son vécu, il va apporter du rêve aux gamins du club. Au mois de juillet, Thierry va reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers tricolores. Objectif, les championnats d'Europe, avec toujours plus d'ambition. Revenons à présent sur l'actualité qui a marqué la semaine. Une actualité judiciaire, tout d'abord avec un nouveau rebondissement dans l'affaire du Bugaled Braise. Juste pour rappel, le Bugaled est un chalutier de l'Octudie qui a coulé en janvier 2004. Le bilan est lourd, 5 morts. On ignore toujours les circonstances du naufrage, quoiqu'il y aurait de nouveaux éléments pour faire avancer le dossier. Arnaud Blin, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour Marina. Où est-ce qu'on en est ? Alors on en est qu'un avocat estime qu'il a de nouveaux témoignages à faire valoir auprès des juges, 2 juges d'instruction qui sont maintenant à Nantes dans cette affaire. Et en fait, alors lui, il ne le cite pas, mais ça mettra en cause un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque britannique, qui est cité par le fils du mécanicien du Bugalet. Et qui lui nomme donc le Turbulent, c'est le nom du sous-marin, qui serait selon lui responsable du naufrage du bateau. Pourquoi ce témoignage ne sort que maintenant ? C'est assez... ça sort maintenant parce qu'il y a eu toute une enquête. Il y a eu une enquête du marin il y a déjà quelques mois qui faisait état aussi d'un témoignage précis. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le problème, en fait, dans ce rebondissement qui est à moitié un rebondissement, il faut quand même l'avouer, c'est que l'avocat réserve la primeur de ses déclarations au juge d'instruction. Donc on sait qu'il a des déclarations à faire, on sait qu'il y a un témoignage important à livrer, mais on n'en sait pas plus. Et on sait quand ce sera ? Alors dès que les juges estimeront qu'ils pourront recevoir l'avocat en question et éventuellement faire venir le témoin, ce qui n'est pas fait encore. En tout cas, depuis 2004, l'enquête avance très lentement dans ce dossier. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette révélation fasse avancer plus rapidement Rien n'est moins sûr. En fait, ce sont des dossiers qui sont particulièrement confidentiels. Évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manœuvres de l'OTAN ou des manœuvres de sous-marins, les marines sont particulièrement discrètes sur les déplacements des bateaux. Donc c'est très difficile d'avoir des informations. Mais elles percent malgré tout petit à petit. La justice a tranché sur un autre dossier cette semaine, celui du Baraman, un autre chalutier immatriculé au Guilvinec. En février 2010, 2 marins ont disparu en mer. Le tribunal correctionnel de Quimper a condamné hier l'armement Bigoudin à 150 000 € d'amende. Alors, est-ce que ce jugement est surprenant, Arnaud ? Alors, il n'est pas surprenant, il est particulièrement sévère, puisque à l'audience avait été demandé 50 000 € d'amende. Ces 50 000 € d'amende ont été portés à 130 000, plus 20 000 € de contravention. C'est la responsabilité de l'armement qui est réellement montrée du doigt dans la disparition de ces 2 marins. Alors, et les règles de sécurité ont changé depuis. Est-ce que, notamment sur le port du VFI, est-ce qu'on peut espérer que ce drame ne se reproduise plus ? Alors, le port du VFI, donc vêtement à flottabilité intégrée, c'est une veste qui permet, lors d'une chute à la mer, de rester en surface. Le port du VFI pour les marins, pour les pêcheurs en tout cas, est obligatoire dans certaines circonstances, en pêche, la nuit et sur ordre du commandant du bateau, du capitaine. Là, il se trouvait qu'aucun d'eux ne portait d'équipement et qu'en plus à bord il avait été retrouvé 3 équipements pour 5 membres d'équipage. Donc là, effectivement, la responsabilité de l'armateur était engagée. Arnaud, avant de se quitter, un mot sur le tramway de Brest. Donc, les noms des stations ont été dévoilés mercredi. Pas de grande surprise, mais une grande déception pour vous, je crois, pour la station Siam. Voilà, la station Siam. Non, pas la station Siam, en fait, la station qui devait s'appeler, qui s'appelle aujourd'hui Château, en fait, avait été proposée Barbara. Barbara, c'est l'égérie du poème de Prévert, qui Prévert
était venu à Brest juste en 1945 et avait constaté la ville totalement dévastée. Il avait fait un très beau poème qu'on apprenait jadis à l'école. Et bon, voilà, donc les Brestois ont préféré nommer la station Château plutôt que Barbara. C'est peut-être un peu dommage. Bon, merci beaucoup Arnaud d'être venu commenter cette actualité. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Et on passe à l'heure de l'ETBO la semaine prochaine à partir de 18h15. Bon week-end, au revoir.